Il est donc absolument pas trop tard pour commencer. Sur ce, je vous rejoins vite. Winona Ryder, c'est une actrice américaine que vous avez vue et aimée dans des films cultes des années 90 comme Beetlejuice, Édouard de Main d'Argent ou Alien la Résurrection. Et vous l'avez redécouverte en 2016 dans la série Netflix Stranger Things où elle incarne Joyce Byers, la mère de Will, le petit garçon qui disparaît dans la première saison et avec qui elle communique à travers des guirlandes de Noël. À l'époque, il a beaucoup été question du grand comeback de la comédienne. Pourtant, si on regarde bien entre ces deux périodes, figurez-vous que Winona Ryder ne s'est jamais arrêtée de tourner. Elle a même conservé une bonne moyenne d'environ un film par an. Alors pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'elle a connu une telle chute à un moment donné dans son parcours, une telle traversée du désert avant de se rappeler à notre bon souvenir avec Stranger Things? Évidemment qu'il y a cette histoire de vol à l'étalage qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, mais ça n'explique pas tout, loin de là. Surtout quand on voit les dingueries que les stars nous font tous les jours sans ça remettre nécessairement en question leur succès. En ce qui concerne Winona Ryder, les tenants et les aboutissants de sa carrière en bande ne sont pas si simples à démêler. Et en vous parlant de son parcours, je vais vous expliquer un peu tout ce que je trouve de si fascinant chez cette actrice, mais je vais aussi tenter de vous démontrer ce qui peut expliquer sa chute au début des années 2000 et son revival depuis quelques temps. À l'été 2016, Netflix lâche une petite bombe. Production originale de la plateforme, Stranger Things est une série de science-fiction mettant en scène les adolescents dans une petite ville américaine des années 80. Leur quotidien, fait de parties de donjons et dragons et des balades à vélo, se retrouve pour le moins perturbé le jour où l'un d'entre eux, Will, disparaît dans une dimension alternative habitée par le terrible Démogorgon. Jouant à la fois sur un casting jeune et son ambiance très teenage, mais aussi sur les codes des productions anglaines des années 80, la série en appelle autant à la nouvelle génération qu'à celle du dessus, encore habitée par le souvenir nostalgique des films comme E.T., Les Goonies ou Stand By Me. Bref, vous vous rappelez sûrement, mais Stranger Things fait un carton. À la croisée des chemins entre Super 8 sorti en 2011 et les nouvelles adaptations de ça sorties en 2017 et 2019, la série surfe au sommet de la vague revival des 80s et touche en plein dans le mur. Et au milieu de ce succès, il y a Winona Ryder, la comédienne qui séduit le public et la critique dans le rôle de la mère à la fois éplorée et combative du jeune Will. Si son personnage est plus ou moins secondaire, c'est officiellement elle la star de la série parce qu'elle est la plus connue du casting et que son rôle est l'un des plus marquants et populaires de la série. Remportant de nombreuses récompenses pour sa performance, Ryder est sous les projecteurs. Ou devrais-je dire, revenu sous les projecteurs. Parce que oui, la presse de l'époque ne lésine pas sur l'effet comeback. Même si le public plus jeune de la série ne la connaît pas forcément, pour les gens de ma génération et de la sienne, Stranger Things, c'est avant tout le grand retour de Winona Ryder. Mais elle revient d'où exactement? Parce que comme je le disais plus tôt, il n'y a pas une période de sa vie où elle s'est complètement arrêtée de tourner, par choix ou par manque d'offres. Pourtant, on ne peut pas nier que tous les films qui ont fait la Winona Ryder emblématique et qu'on connaît, et sur le souvenir desquels jouait clairement le casting de Stranger Things, ils datent des années 90, ou toute fin 80. En l'espace de seulement 10 ans et à un âge particulièrement jeune, cette actrice a réussi à s'incruster avec talent dans la filmographie de réalisateurs reconnus comme Tim Burton, Francis Ford Coppola, Jim Jarmusch ou encore Martin Scorsese, pour ne citer que. Ça s'est un peu calmé par la suite, malheureusement. C'était un début de carrière particulièrement brillant sur lequel on va revenir, mais qui malheureusement n'a pas duré. Des carrières dont l'existence ou la partie la plus intéressante ne dure qu'une petite dizaine d'années à Hollywood, il y en a des tonnes. Et chez les actrices encore plus que chez les acteurs. Parce qu'il y a cette fameuse malédiction sexiste qui fait que le monde du cinéma ne vous considère plus assez désirable et donc pas montrable à l'écran dès que vous atteignez la trentaine, ou encore pire, la quarantaine. Et oui, Hollywood n'aime pas voir ces Blanches-Neiges devenir les méchantes belles-mères qu'il a lui-même inventées. Bref, je ne vais pas m'étendre sur ce problème-là parce que j'en aurais pour 3 jours, mais toujours est-il qu'on pourrait se dire que la carrière de Winona Ryder a piqué du nez à partir des années 2000, tout simplement parce que son physique de petite biche ingénue qui lui a valu beaucoup de rôles de femme enfant, comme on dit, supporterait mal de vieillir. Et c'est sans doute l'une des raisons, effectivement. Mais ça n'est pas si simple, loin de là. Pour comprendre comment arrive la chute, revenons un peu sur l'ascension. Alors évidemment, il ne s'agit pas du tout de vous faire une biographie complète de Winona Ryder, ni même une liste exhaustive de tous les métrages dans lesquels elle a joué. Donc si jamais vous êtes frustré que je ne suis pas votre anecdote préférée ou votre film préféré, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. L'un des aspects qui peut expliquer, selon moi, la renommée que Winona Ryder acquiert très vite et à un très jeune âge, c'est l'identité qu'elle s'est donnée dès le début et qui s'est ressentie dans ses rôles. Son premier gros succès, c'était lorsqu'elle avait 17 ans et que Beetlejuice est sorti au cinéma. Sorti en 88, il s'agit du deuxième long métrage de Tim Burton, après Pee-wee's Big Adventure et juste avant son premier Batman. Le film est un succès et les yeux se braquent sur cette nouvelle Mercredi Addams qui semble si bien se fondre dans l'univers aussi morbide que coloré du jeune réalisateur. Avec sa silhouette très menue, sous visage fin et pâle et très grands yeux sombres, Winona apparaît comme une parfaite petite poupée gothique avec laquelle Hollywood va pouvoir jouer. Elle est l'alternative un peu dark et mystérieuse d'une lumineuse Julia Roberts et d'une intello Jodie Foster qui connaissent elles aussi leur plus gros succès dans les mêmes années. Si je dis ça, c'est parce que dès le début, Winona va confirmer un intérêt pour des films un peu sombres et décalés. Pas seulement, bien sûr, mais c'est dans ce style qu'elle semble évoluer le mieux. Un an après Beetlejuice, Winona est l'héroïne du film Fatal Games, plus connu sous son titre original Heathers. Dans cette comédie noire, la jeune actrice incarne Veronica Sawyer, une lycéenne qui subit un peu trop ses soi-disant amis,
3 filles de riches méprisantes qui s'appellent toutes Heather. Avec l'aide de son petit ami incarné par Christian Slater, autre star en devenir, elle va se venger un petit peu plus fort qu'elle ne l'avait imaginé. Le film est à la fois drôle et cruel, avec un ton souvent surréaliste et décalé. À l'époque, Winona a un coup de foudre pour ce projet et tient absolument à tourner dedans. Mais son agent la supplie de ne pas le faire, arguant qu'un tel film nuirait à son image. Âgée de même pas 18 ans, Winona vire cet agent et accepte le rôle, bien décidée à privilégier ses choix artistiques plutôt que son image publique. La suite lui donne raison parce que même si le film fait un flop au box-office, il devint rapidement culte et contribua à l'image singulière, à la fois indé et sombre mais fun, que sa carrière commençait à avoir. Je passe un peu sur les films moins connus parce qu'ils ont moins marqué son parcours, mais Winona enchaîne des projets aussi variés qu'étranges. Entre 90 et 93, elle a animé Édouard de l'argent, le nouveau conte gothique de Noël signé Tim Burton, Les Deux Sirènes, comédie saugrenue dans laquelle elle donne la réplique à la célèbre Cher et à la future nouvelle poupée ténébreuse d'Hollywood, Christina Ricci, qui joue ironiquement sa petite sœur, Night on Earth de Jimmy Jarmusch, caucus du cinéma intello et indé, où elle donne la réplique à la grande Gina Rollins, Dracula du déjà légendaire Francis Ford Coppola, et Le Temps d'innocence de l'auréolé Martin Scorsese. Et c'est pas fini, mais je marque juste une pause ici pour dire qu'avec un tel tableau de chasse, Winona façonne en quelques années seulement un personnage type atypique. Tous ces personnages mais ils sont tous différents de ce qu'un cinéma mainstream propose habituellement. Tous ces personnages sont pris dans des histoires plus ou moins tristes, plus ou moins macabres, ou plus ou moins inattendues, et elle est le point de lumière de tous ces scénarios. Une figure un peu fragile, un peu tragique, mais qui évolue comme un poisson dans l'eau dans ces univers. Parmi les films, certains sont de gros succès, et d'autres beaucoup moins, mais la popularité de Winona Ryder ne cesse de croître. Au-delà de sa plastique, l'actrice crée involontairement un personnage public qui se superpose à son personnage à l'écran. Dès Beetlejuice, l'actrice raconte que beaucoup des costumes de Beetlejuice étaient ses propres vêtements. Aux avant-premières et lors de l'apparition publique, Winona arbore un look gothique qu'elle tire du côté grunge ou du côté romantique. Avec ses jeans et ses elle contribue d'ailleurs à définir un look des années 90. Tu vois comparer la rubrique mode d'un magazine fidèle. Typique à cette époque, alors qu'elle sort tout juste de l'adolescence, Winona devient une star internationale dont la personnalité se fond avec ses personnages de fiction. Winona entraîne très vite et très fort la pop culture de cette période. Elle est un peu qui prouve que la détraquée, profil type mis en scène sous les traits d'Annie Sheedy dans le Breakfast Club en 1985, peut devenir une star glamour et adulée sans en passer par la case transformation avec robe à fleurs et sa tête de petite fille bien sage. Mais au-delà du look, du style, du charme ténébreux, etc., Winona Ryder apporte autre chose à sa carrière qui permet encore de la démarquer des autres. Élevée dans un milieu intellectuel et très littéraire, ses parents étaient des amis proches d'auteurs comme Allen Ginsberg, Aldous Huxley ou Philip K. Dick. Très tôt, Winona se passionne donc pour la lecture. Beaucoup des films dans lesquels elle tourne sont des adaptations littéraires, et ça n'est pas un hasard. C'est elle qui privilégie ses choix, comme avec son implication dans le film Les 4 filles du Dr March, où elle tient le formidable rôle de Joe March sous la direction de Vivienne Armstrong, mais ça vaut aussi pour Dracula avant ça, et surtout pour La chasse aux sorcières. Réalisé par Nicholas Eitner et sorti en 1996, il s'agit d'une adaptation de la pièce d'Arthur Miller, publiée en 1952, Les sorcières de Salem. Winona est fan d'Arthur Miller et de la pièce depuis longtemps, et dès qu'elle a vendu le projet, elle fait tout ce qu'elle peut pour en faire partie. Avec l'aval de Miller et de Daniel Day-Lewis, l'acteur principal avec qui elle a déjà tourné Le Temps d'innocence, elle est choisie pour incarner la dangereuse Abigail. Winona est aussi particulièrement motivée par ce rôle parce que pour une fois, elle incarne une véritable peste plutôt que la fille vulnérable avec laquelle le spectateur est en empathie. Et oui, Winona Ryder, du haut de son jeune âge et de sa silhouette frêle, c'est une actrice qui sait ce qu'elle veut et qui a de véritables ambitions artistiques pour sa carrière. Ça tombe bien parce que très rapidement, elle commence à avoir un véritable pouvoir à Hollywood du fait de son succès. Je citais justement Les 4 filles du Dr March, c'est un film qui n'a pu se monter que parce qu'elle a accepté le rôle, par exemple. Sans sa participation, qui lui a d'ailleurs valu une nomination à l'Oscar de meilleure actrice, le film n'aurait sûrement jamais vu le jour. Et dans ce film, un casting bourré de futures et actuelles stars, parmi lesquelles Susan Sarandon, Gabrielle Byrne, mais aussi Claire Danes et une très jeune Kirsten Dunst, on trouve un Christian Bale dans le creux de la vague. Enfant star sous la caméra de Spielberg quand il était adolescent, l'acteur enchaîne depuis des rôles parfois intéressants mais rarement reconnus. C'est Winona Ryder qui le remarque et insiste pour qu'il obtienne le rôle de Laurie, le charmant voisin des sœurs March. Alors c'est pas ce rôle-là qui va le faire décoller, oui, on est d'accord, mais toujours est-il que Winona a ce pouvoir d'attribuer ce type de rôle et qu'elle a plutôt le nez creux. Sur ce film, elle retrouve d'ailleurs Denise Dinovi, qui était aussi la productrice d'Edouard le Moins d'Argent. Celle-ci fait comprendre à l'actrice que ses avis et ses choix comptent et qu'il ne faut pas qu'elle hésite à s'affirmer, alors qu'elle avait l'habitude jusque-là d'être plutôt une petite chose mignonne qu'on n'écoutait pas trop parler. D'ailleurs, elle décide de faire dédier le film à Polly Klaas, une petite fille de 12 ans dont le roman préféré était Les 4 filles du Dr March de Louisa May Alcott, et dont l'enlèvement et l'assassinat ont créé l'émoi aux États-Unis à l'époque de la préparation du film. Winona Ryder s'était à l'époque investie dans les recherches de la petite fille et a créé par la suite la Polly Klaas Foundation, destinée à aider la recherche d'enfants disparus. Et en parlant d'affirmer ses choix, Winona Ryder a commencé à le faire 2 ans auparavant sur un projet particulier. Parce qu'il faut savoir que c'est
entièrement grâce à elle que le fameux Dracula de Coppola, dont je parle à peu près jour et nuit, a été réalisé par Coppola. À l'époque, c'est à elle que le scénario de James V. Hart est envoyé en premier lieu. Et si elle a envie de faire le film, elle aura le droit de décider qui le réalisera et aura un point de regard sur son partenaire principal à l'écran, en l'occurrence Gary Oldman. Comme Winona avait dû, peu de temps auparavant, annuler sa participation au tournage du Parrain 3 dans lequel elle devait incarner Marie Corleone, elle propose le script à Coppola pour leur redonner une chance d'y tourner ensemble. Le reste appartient à l'histoire parce que naîtra de cette collaboration ce que j'estime être un grand chef-d'œuvre, une œuvre baroque et sublime dans laquelle l'actrice est éclatante. Pour la petite histoire, ça n'est malheureusement pas la vie de Winona Ryder qui aura vécu le tournage dans la souffrance, ayant des méthodes de travail différentes de Coppola et de Gary Oldman. Par méthode de travail, j'entends par exemple la fois où le réalisateur a cru bon d'insulter son actrice de pied en haut pour la rendre vulnérable devant la caméra, une chose qu'Anthony Hopkins et Keanu Reeves avaient eux-mêmes refusé de faire. Coppola négocia rapidement avec l'équipe de l'actrice pour qu'une version officielle soit établie, selon laquelle il aurait simplement demandé à Gary Oldman de lui murmurer des horreurs à l'oreille. Ça tombe bien, vu que les deux acteurs ne pouvaient pas se blairer sur le plateau, ça devait vraiment mettre une bonne ambiance. Par ailleurs, Winona a fini par être déçue par l'écriture de son personnage, qui n'est, il faut bien le dire, pas super moderne et complexe. Mais personnellement, je trouve que c'est justement l'interprétation qu'elle en fait qui change tout, dans un style tout en théâtralité et en sensibilité qui convient magnifiquement au ton de cet incroyable spectacle. Bref, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'à même pas 20 ans, Winona Ryder est à l'origine de la production d'un magnifique film réalisé par l'un des plus grands et qui fera un carton au box-office. L'un des autres rêves que l'actrice aura réalisé durant ses quelques années de carrière, c'est de tourner sous la direction de Martin Scorsese, le réalisateur qu'elle admire le plus. Un beau jour, le réalisateur la contacte pour lui offrir un rôle dans son grand film romantique, Le Temps d'innocence, dont les têtes d'affiche sont Daniel Day-Lewis et Michelle Pfeiffer. Son rôle est secondaire, mais cette expérience restera l'une des plus chères au cœur de l'actrice, dont elle parle toujours avec émotion et des étoiles dans les yeux. D'ailleurs, quelques années plus tard, en 1998, elle recroisera la route de Scorsese à Cannes quand elle sera membre du jury du Festival de Cannes, dont il est président. D'ailleurs, dans ce même jury, Winona officie auprès de Sigourney Weaver, avec qui elle a partagé l'année précédente l'affiche d'Alien Résurrection, réalisée par Jean-Pierre Jeunet. Là encore, c'est un rêve qui se réalise pour l'actrice, parce que lorsqu'elle n'avait que 10 ans, sa mère lui avait montré le premier Alien. Et la petite Winona était instantanément devenue fan de Sigourney Weaver et du personnage de Ripley, dans lequel elle voyait un rôle modèle de femme badass, beaucoup plus intéressant que les autres héroïnes. Est-ce que c'est l'une des raisons qui a forgé la préférence de l'actrice pour le cinéma de genre? Peut-être. Elle dira en tout cas que cette découverte d'Alien a changé sa vie. Et quelques années plus tard, la voilà qui brille aux côtés de son héroïne d'enfance dans le rôle de l'androïde Cole et rappelle en interview qu'elle n'aurait jamais accepté le rôle si Sigourney Weaver n'avait pas fait partie du projet. Dans cette période dorée, même si encore une fois je ne peux pas tout citer, je veux quand même absolument mentionner qu'elle est aussi remarquée par Al Pacino, qui l'engage pour un petit rôle dans Looking for Richard, son faux documentaire dans lequel il joue son propre rôle et où il essaie de monter une version théâtrale de la sublime de Shakespeare, Richard III. Je veux mentionner